Salut à tous et bienvenue sur l'antenne d'Axon Radio. J'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours aussi nombreux, aussi présents pour nos émissions qui sont souvent consacrées au paranormal, à l'inexpliqué. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler d'un livre, un livre qui m'a vraiment énormément plu. Ça m'a pas mal fait réfléchir sur beaucoup de choses, notamment sur les murs, sur ma maison notamment. Et en fait, ce mur s'intitule Les murs ont-ils une mémoire? Et c'est Madame Véronique Geffroy qui l'a écrit. Et je suis très heureux de l'accueillir sur l'antenne. Bonjour Véronique, comment ça va? Bonjour, ça va, merci de m'accueillir. Ben écoutez, c'est un réel plaisir. Ça fait plusieurs fois que vous passez sur Axon Radio. Pour votre dernier livre, c'était Les Invisibles de Fougeray. Tout à fait. C'est une très très belle interview et le podcast a cartonné. En tout cas, vous avez été très nombreux à l'écouter. On va parler donc de votre dernier livre. On va parler ensuite aussi d'un coffret que vous avez sorti. C'est À la mémoire de nos murs, c'est ça, il me semble. Je crois Donc, que c'est ça. à la rencontre de nos mémoires, À la c'est un rencontre de oracle. nos mémoires, excusez-moi. Un très Pas joli grave. coffret avec des cartes à l'intérieur. Enfin, on va tout vous expliquer. Et ensuite, on fera un petit bilan des phénomènes paranormaux qui se sont produits au cours de l'année 2023 au château de Fougeray. Puisque je suis venu à Fougeray, j'ai vécu pas mal de choses et on va en discuter à la fin de l'interview. Donc, Véronique, pour les personnes qui vous ne connaissent pas, vous êtes historienne à la base Tout à fait. et vous êtes la propriétaire du célèbre château de Fougeray. Vous avez sorti un premier livre il y a maintenant quelques mois de ça, qui s'intitule Les Invisibles de Fougeray, qui a cartonné. Et là, vous êtes revenu avec un deuxième livre qui s'intitule Les murs ont-ils une mémoire? Témoignage extraordinaire. Et c'est aux éditions Guy Trédaniel. Donc ce livre est vraiment étonnant. Moi, je l'ai lu vraiment avec grand plaisir. Et ma première question, Véronique, c'est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a inspiré à écrire ce livre et quelle a été votre motivation? Alors, en fait, je voulais faire le distinguo déjà entre les phénomènes de hantise et les phénomènes de mémoire des murs. Parce que je me suis toujours intéressée aux maisons, aux habitations, aux châteaux. Ça m'a toujours interpellée en fait, et je me suis tout le temps dite que finalement, quand on vit dans un endroit, alors ça peut être 6 mois ou 20 ans, euh, cet endroit s'imprègne de nous. Alors déjà, on y pose notre patte avec la décoration, etc. On vit des émotions à l'intérieur. Et quelque part, ça crée des ambiances. Et c'est vrai qu'il y a des maisons qui ont de bonnes ambiances, d'autres moins. Des fois, on a du mal à l'expliquer. Et, euh, en fait, ce concept, cette idée de mémoire des murs m'a vraiment interpellée. Je me dis, mais en fait, ça n'a rien à voir avec les phénomènes dit de hantise. Il n'y a pas forcément d'esprit qui se promène dans une maison qui a une forte mémoire. Et je dis, on est tous responsables de cette mémoire, en fait. Et je me dis, mais ça, en fait, c'est un phénomène qui, quelque part, touche tout le monde, parce qu'on est tous créateurs, quelque part, de cette mémoire. Et durant mon enquête, je me suis rendu compte, après, qu'il y avait en effet des maisons à maladie, des maisons à divorce, des maisons à bonheur aussi. Et finalement, ça dépend de la destination de la maison, ça dépend de ses matériaux, ça dépend de plein de choses. Et pour moi, une maison, c'est un peu l'extension de nous-mêmes. On n'arrive pas dans une maison par hasard. Alors, c'est vrai que ça, c'est une idée que j'avais dans la tête depuis longtemps. Alors, c'est vrai que vous parlez de nos maisons comme étant, dans le livre, hein, vous citez cette expression, comme étant des caisses de résonance de nos mémoires. Est-ce que vous pouvez Oui. expliquer ce concept? En fait, si vous voulez, je pense que, alors, quand on arrive dans une maison, déjà, on n'y arrive pas par hasard. Moi, ça fait longtemps que je crois plus au hasard. Mhm. Ça fait partie quelque part d'un fil conducteur de notre vie. Donc, on arrive dans un lieu, on va y déposer quelque part inconsciemment, attention, hein, nos sentiments, nos émotions, etc. Et c'est vrai que alors pour les maisons anciennes, de famille en famille, quelque part, ça devient en effet des caisses de résonance, dans le sens où en fait c'est un endroit fermé où toutes ces émotions se sont accumulées. Les murs ont fait comme des bandes magnétiques, elles ont enregistré toutes ces émotions, tout ce vécu.
Et à un moment donné, bah c'est vrai que ça crée, oui, ça finit par résonner par rapport aux vies des gens, ça résonne en nous par rapport aux vies des gens qui viennent, et ça a une interaction enfin, il y a une interaction entre les familles, en tout cas, et les maisons qu'elles habitent. Donc c'est vrai que moi, vraiment, ça m'a interpellée. Pour moi, oui, une maison, c'est quelque part, c'est un peu une caisse de résonance. C'est comme si vous étiez, si vous voulez, si je prends une image un peu, si vous étiez dans un immense tambour à un moment donné. Mhm. Voilà, vous vivez des choses, etc. Et puis à un moment donné, ben voilà, vous êtes dans un espace fermé. C'est vrai que tout, quelque part, tout est énergie, etc. Et au niveau vibratoire, votre maison va plus ou moins bien sonner par rapport à ce que tout le monde y a déposé dans cette maison. Donc c'est vrai que les maisons sont des caisses de résonance. Alors pour les maisons anciennes, les gens me disent ouais, mais les maisons anciennes c'est facile à expliquer. Parce que si pendant plusieurs siècles ou plusieurs décennies, bon, les familles sont passées, c'est logique. Mais pour les maisons neuves, comment t'expliques ça, qu'il y a des maisons neuves où les choses se passent plus ou moins bien? Ben là, je pense qu'il faut remonter en fait à l'ambiance du chantier, il faut remonter aux matériaux. Donc c'est pour ça que j'ai un peu enquêté dans des cimenteries pour savoir quelle était cette ambiance pendant qu'on fait par exemple des palettes de parpaing, comment ça se passe, etc. Je me suis rendu compte que les matériaux peuvent en fait accumuler cette mémoire et la retransmettre après lors d'un chantier. Puis une maison neuve, elle est pas neutre quelque part. Elle est peut-être moins impactée, mais elle n'est pas neutre. Alors, dans votre livre, donc vous avez enquêté, mais dans votre livre, vous partagez aussi des témoignages et des histoires. Oui. Alors, vous dévoilez aussi un peu dans ce livre, puisque si on a lu Les Invisibles de Fougeray, là, vous parlez vraiment de votre histoire de famille, tout ça. Là, vous parlez de votre jeunesse, de ce que vous avez vécu. Donc, j'invite les auditeurs à lire votre livre, parce que bon, il y a des récurrences qui vont se passer, que vous allez comprendre plus tard. Mais vous avez recueilli notamment des témoignages et des histoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur certains de ces récits? Alors, moi, en fait, ce qui m'a intéressé quand j'ai demandé justement des témoignages, ce qui m'a intéressé déjà, c'est de voir justement les choses répétitives comme ça. Les gens me disaient oui, j'ai appris après que. Alors, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Que je me disais, j'ai appris après que ce qui m'était arrivé était déjà arrivé au propriétaire d'avant, etc. Ça, je me suis dit ouais, mais là, on tient vraiment des pistes en fait. Par exemple. Moi, j'ai un ami qui me dit, mais moi, je vais te donner mon témoignage. C'est une histoire de dingue. Ils ont acheté une maison en pierre molière à côté de Paris avec sa femme. Dans la maison, dans le couple, ça s'est super mal passé. C'était une belle maison, un pavillon un peu bourgeois, etc. Dans le couple, ça s'est passé de plus en plus mal. Ils ont fini par divorcer et vendre la maison. Et le couple précédent leur avait dit qu'ils vendaient la maison parce qu'ils étaient mutés ailleurs. Mais en fait, le notaire leur a appris après que ils avaient divorcé également et que le couple avant aussi. Alors, et je veux dire, j'ai eu des maisons, par exemple, où il y avait des types de conflits sur 5 propriétaires différents. Donc, je veux dire, je trouve qu'on est au-delà enfin, après, Ouais. on n'est plus dans des probabilités, des choses un peu, c'est quand même des récurrences assez parlantes. Ou alors, par exemple, une maison où à date quasiment fixe, un incendie se déclenche, par exemple. Et la jeune femme qui m'a parlé de ça me dit la dernière fois ils ont failli perdre leur maison, elle était vraiment angoissée, elle comprenait pas pourquoi. Et en fait, la maison a été construite sur un ancien bûcher cathare dans le Midi. D'accord. Donc, elle a compris après que voilà. Alors c'est vrai que là, en conscientisant les choses, quelque part, c'est comme si elle avait coupé le truc parce qu'après ça ne s'est plus reproduit. Alors que j'ai eu aussi, parce que moi je me disais, ça soit en conscientisant les problèmes, Mhm. on les arrête, mais c'est plus compliqué que ça parce que j'ai eu le cas d'un couple, ça faisait 30 ans qu'ils étaient mariés, et c'était une maison où, pareil, les gens se séparaient régulièrement, et ces gens se sont dit, non mais nous, ça fait 30 ans qu'on est mariés, ça va pas nous arriver, et en fait, 2 ans après, ils étaient séparés, leurs enfants étaient vraiment très étonnés, d'ailleurs, de cette situation. Ouais. Donc, comme quoi, la conscientiser, ça n'a pas suffi.
Mais je veux dire, j'ai eu beaucoup de témoignages quand même vraiment très surprenants, comme des maladies aussi, ou des gens qui vraiment dans cette maison, c'est pas, ils perdent pas la raison, mais enfin il se passe des choses, ils sont plus eux-mêmes. Et il y a des maisons, par exemple, des maisons à cancer. Ouais. Oui, ça existe. Hein. Alors je Mm. veux pas faire peur aux gens, Non, bien parce que sûr. mais c'est vrai qu'il y a des maisons. Alors après, il faut relativiser aussi. C'est vrai que bon, moi j'habite par exemple, alors il y a Fougeray qui est quand même un très très vieux lieu, mais je veux dire j'habite aussi une petite maison de ferme qui est un lieu qui a été bâti après la Révolution. Donc c'est vrai que dans le temps, les gens, ils naissaient, ils mouraient chez eux. On se posait pas la question. Donc forcément, il y avait des maladies, des naissances qui se passaient plus ou moins bien, des morts, etc. C'est dans les vieilles maisons, faut se le dire. Ça, il y a quand même. Je pense il y a beaucoup de paramètres pour connaître une maison. Mm. Il y a son passé déjà, et il y a aussi tout ce qui est sol, géobiologie, etc., qui peut faire aussi que ça accentue les problèmes si on est par exemple au-dessus d'une source, au-dessus d'eau croupie. Alors ça, quand l'eau ne circule plus, là, c'est une maison à maladie à coup sûr. D'ailleurs, j'ai un témoignage intéressant. C'était une maison pas très ancienne qui changeait de locataire. Une maison communale qui changeait de locataire tous les 2 ou 3 ans parce que les gens chopaient des cancers et ça se passait pas très bien. Et en fait, il y a quelqu'un justement, un couple qui s'était dit oui mais nous on croit pas à tout ça. Et en fait ils ont emménagé et le mari est tombé malade, mais vraiment gravement malade. Et en fait ils avaient détourné une petite source. Et finalement, l'eau venait mourir. Il y avait une espèce de nappe d'eau croupie sous la maison qui ne bougeait plus. Et cette maison devenait de facto complètement inhabitable. Hein. Là, par contre, il y avait... c'était vraiment une maison. Les gens ne pouvaient pas rester plus de 2 ans. Donc, il y a beaucoup de choses parce que c'est vrai que là, le sol, par exemple, a créé un problème. Mhm. Les gens ont créé une mémoire de maladie et il y a une espèce aussi d'interaction là entre le sol, les gens, la maison et après ça fait des lieux qui ne sont plus habitables. Moi, à mon sens, il y a des lieux qui ne sont pas habitables. Si on prend en compte tous ces critères, tout ce que vous nous dites, enfin tout ce que vous avez découvert, Mhm. en fait, cette compréhension des murs, elle est quand même essentielle pour notre bien-être. Alors moi je pense, oui. Alors c'est vrai que après on a tous habité une maison qu'on aimait bof bof ou alors quand on était étudiant, un studio, on n'était pas Ouais. qui était pas terrible. Mais je veux dire voilà après c'est des phases de vie je dirais. Mais c'est vrai que déjà, il y a eu des développements hein, pour le bien-être des maisons, par exemple le développement du feng shui, etc. Bon, Mhm. ça les gens ne connaissaient pas trop ça il y a ne serait-ce que 15 ou 20 ans, le feng shui, c'était un peu... Mais moi, je pense que pour bien vivre au quotidien, il faut que nos murs, qui sont censés nous protéger, on les connaisse, mais il faut aussi qu'ils soient sains. Oui. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais comme je disais, faut pas non plus avoir peur de sa maison. Mais bon, on a les murs, alors les murs, on a les matériaux, ça c'est le côté physique, je dirais. On a le passé de la maison, si on peut le connaître à peu près, et on a le sol. Moi, c'est marrant parce que les fondations, sur quoi elles sont faites, est-ce qu'il y a des cours d'eau, est-ce qu'on est, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Le sol rentre pas mal en ligne de compte. Et est-ce qu'on habite une maison qui a été construite pour faire une habitation, s'il y a les changements de destination? Parce que durant un chantier, on a en fait, on y met de l'intention. On construit pas une grange comme on construit une maison, par exemple. Bien sûr. Et alors encore là, une grange, je dirais que c'est pas bien grave, mais il y a des cas. Après, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Je pourrais presque faire un tome 2, qui m'ont dit, mais moi j'habite une résidence toute neuve. Avant, c'était un hôpital et j'ai appris que mon appartement c'était la morgue. Ah ouais. Alors j'ai rien dit, je vais pas dire à la dame bonne chance, Ouais, mais c'est ça. je veux dire, c'est pas voilà, il y a forcément parce que c'est pas parce qu'on détruit un endroit que la mémoire n'est plus là. La mémoire, ça meurt pas comme ça. Il y a quand même des endroits un petit peu plus compliqués que d'autres, je dirais. C'est vrai que je pense qu'il faut savoir. C'est important de savoir
où on met les pieds parce que on y passe beaucoup de temps dans sa maison, on y dort, donc on lâche complètement prise, on est quelque part vulnérable. Et puis une maison, c'est censé nous protéger, c'est pas censé nous créer des problèmes. C'est vrai que c'est un lieu où on n'est pas censé se sentir en insécurité entre guillemets. Donc voilà, c'est comme baisser un petit peu à la garde. Véronique, est-ce que vous pensez que les murs portent également des mémoires collectives qui sont liées à l'histoire d'une région ou d'une communauté? Ah oui, oui, bien sûr. Ah, ça, j'en suis certaine. C'est pour ça que j'ai parlé du mur de Berlin et du mur des Lamentations à Jérusalem, parce que je pense que, en fait, déjà, la mémoire collective, ça existe. Faut pas croire, hein, même si par exemple on se dit qu'on s'intéresse pas à l'histoire ou que bon bref tout ça nous est égal. Bon, c'est vrai que les jeunes actuellement il paraît qu'ils ont moins de notions historiques qu'avant parce que bon ils y passent peut-être moins de temps en classe, j'en sais rien, mais et c'est vrai qu'on a quand même tous un impact inconscient de ce qui s'est passé précédemment, de l'histoire, etc. Ça c'est vraiment une mémoire collective. Il y a les commémorations aussi. On est tous passés, je sais pas, dans un village. On a tous traversé un village lors d'une commémoration, chose comme ça. Et ça crée en fait, oui, quelque part des énergies collectives de mémoire, etc. Je veux dire, même si les jeunes actuellement, ils ont moins de notions de date parce que l'histoire ils s'en moquent un peu, mais je veux dire, bon, ils savent tous que on a eu une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, enfin, etc. Et je pense que on est impacté, pas forcément consciemment, hein, ça peut être inconscient par l'histoire du pays dans lequel on vit. Ouais. Par exemple, moi, il y avait un historien qui est mort il y a pas très longtemps que j'aimais bien. Et que j'avais pas mal étudié à la fac, qui parlait justement d'un inconscient collectif comme ça, et qui disait que nous, actuellement en France, on est encore très impacté par l'inconscient collectif de la Révolution française, et qu'on n'en est pas encore sorti. Et moi, je pense qu'il a vraiment raison. Et certains culpabilisent de la décapitation de Louis XVI, d'autres culpabilisent de tout ce qui a pu se passer avec la terreur, etc. Mais qu'on est encore très impacté par des grands mouvements comme ça, des choses qui vraiment ont marqué et qui ont créé des changements, etc. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un inconscient collectif vraiment à propos de l'histoire et même si on dit consciemment que non, je pense qu'on est quand même impacté par tout ça. Et je veux dire, les gens qui vont, par exemple, le mur de Berlin, c'est évident qu'il est très impacté par un inconscient collectif terrible. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de drames autour de ce mur. C'est quand même un mur qui a coupé un pays, qui a coupé des familles. Il y a eu beaucoup de gens fusillés. Enfin, c'est vraiment donc là, c'est évident qu'il est terriblement impacté. Cet espace est terriblement impacté. Est-ce que ces énergies, enfin pour que ces murs soient imprégnés, est-ce que le temps joue aussi est-ce que le temps est un facteur principal? Si par exemple je viens à Fougeray et que je passe par exemple 6 mois à Fougeray, est-ce que les murs de Fougeray, est-ce que l'enceinte de Fougeray sera imprégnée de entre guillemets de mon énergie, de ce que je dégage, ou est-ce qu'il faut un temps imparti? Si je reste 10 minutes, c'est sûr que bon, va pas y avoir forcément de répercussions, mais si je reste longtemps dans un endroit, est-ce que le temps joue un rôle important? Alors, ça c'est une question que je me suis posée et j'ai demandé à un ami géobiologue, Stéphane Cuchy. Pour lui, si on reste un minimum de 7 jours dans une maison, ça suffit. D'accord. 7 jours, c'est rien. Oui, c'est pas grand-chose. Pour impacter un lieu. Alors après, c'est pareil. Pour impacter un lieu, il faut que pendant 7 jours, il se soit passé des choses fortes en bien ou en mal. Mais sinon, je veux dire, je pense pas qu'on impacte un lieu si pendant ces 7 jours, vous êtes par exemple en vacances, vous louez une semaine une villa au bord de la mer. Je veux dire, s'il se passe rien de terrible, tant mieux pour vous, mais il y aura pas d'impact avec le lieu. Pour qu'il y ait un impact avec le lieu, il faut quand même que
enfin des émotions fortes, qu'on ait des émotions fortes dues à des vrais événements, des choses qui nous ont marqués, etc. Sinon, il n'y a pas d'impact. Mais il paraît que oui, 7 jours suffisent. 7 jours. Ouais. Par rapport au rituel de purification, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce qu'il existe des rituels ou des pratiques pour purifier l'énergie des murs? Alors, c'est un peu compliqué parce que on peut toujours faire des rituels, oui, on peut toujours faire brûler de la sauge, des choses comme ça, mais Ouais. ça, je dirais que c'est plus pour, enfin, moi, je le fais à Fougeray, par exemple, parce que ça, c'est plus pour des lieux hantés, en fait. Quelque part, quand il y a des esprits dans une maison, on peut communiquer avec déjà, alors qu'une mémoire, on peut pas communiquer avec. Et c'est vrai que dans les lieux hantés, il paraît que ça change le taux vibratoire, la sauge, etc. Et il y a des esprits que ça pourrait faire partir. Je mets tout au conditionnel. Hein. Oui. La mémoire des murs, c'est différent. Moi, je pense que c'est compliqué on peut toujours, oui, faire brûler de la sauge. Je dirais ça, y a pas de problème. Mais je veux dire, si par exemple vous êtes sur un terrain qui est pas top, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça va être compliqué de remédier aux soucis parce que dans le temps, avant de construire une maison, si vous voulez, il y avait tout le temps le sourcier d'un village qui passait, pardon, avec sa baguette de sourcier, avec sa baguette de coudrier, et disait construis-la là plutôt que là. Enfin, il y avait des vrais conseils. Là aujourd'hui, quand on construit des maisons, c'est les promoteurs, c'est l'argent qui prime. On s'en fout d'ailleurs. Dès qu'il y a des soucis d'inondation, c'est tout le temps les maisons neuves qui sont sous l'eau souvent, hein, mais je veux dire on s'en fout maintenant, tout ça, on fait plus attention, donc c'est vrai que l'état d'esprit est complètement différent. Donc déjà, si ça vient du sol, c'est compliqué. Après, moi, très franchement, souvent je me disais allez, il suffit de conscientiser les choses et voilà, c'est un peu comme une psychanalyse, on remonte à la surface. Tout ce qui est non dit, tout ce qui est et ça devrait guérir un peu, mais ça devrait. Moi, j'avoue que on me pose souvent la question, mais c'est compliqué c'est vraiment compliqué de savoir comment remédier à un problème de mémoire. Moi, je pense que ça passe quand même par une conscientisation des choses. Un dialogue avec ses murs, j'en sais rien, je me vois pas trop forcément parler aux murs, mais je veux dire et connaître l'histoire de sa maison, déjà, c'est un premier pas. Et puis, mais c'est vrai que j'ai pas de remède miracle. Après, il y a des géobiologues qui font de la géoponcture, c'est-à-dire ils font de l'acupuncture sur le terrain de la maison. D'accord. Alors, voilà, il y a des techniques comme ça après qui sont vraiment très techniques et à faire par des spécialistes. La géoponcture, c'est vraiment très précis. C'est comme de l'acupuncture, mais sur le terrain, autour de la maison, etc., pour calmer les ambiances de conflit, les mémoires un peu problématiques. Un peu problématique. Outre la mémoire des murs, enfin, outre les murs, pensez-vous que les objets dans nos maisons portent également des mémoires? Ah oui, ça j'en suis certaine. Alors les objets, en fait, c'est marrant parce que moi j'ai eu le cas à Fougeray sur 2 objets précis. Et là, c'était plus qu'une mémoire, c'était quelqu'un, enfin un esprit qui était encore accroché à cet objet. Alors j'ai un portrait et j'ai une boîte funéraire. Alors le portrait, c'est le fameux portrait de Louis Nestor. Moi, c'est un portrait que j'ai acheté en vide-grenier, donc je l'ai ramené parce qu'il était beau et que je collectionne les vieilles photos des soldats de la Première Guerre mondiale. Et en fait, j'ai ramené ce portrait et j'ai fait un jour une séance de spiritisme et Louis Nestor est arrivé et il m'a dit je m'appelle Louis Nestor, je suis
mort à 20 ans dans les tranchées. Et je lui dis, mais vous êtes né, vous avez vécu dans la région, à Fougeray? Il me dit, non, je suis là parce que vous avez mon portrait. Et c'est vrai que de temps en temps, il se manifeste et il est vraiment accroché à son portrait. Donc lui, je l'ai ramené. Bon, lui, il est plutôt gentil. On a discuté de pas mal de choses ensemble. Bon, ça, c'est la différence, je dirais, entre une mémoire et une hantise, parce que Ouais. quelque part, là, c'est un esprit qui est accroché à, mais bon, quelque part, qui dit mémoire peut dire esprit, parce que c'est vrai qu'une maison qui est capable d'accrocher des mémoires comme ça, moi je pense qu'elle est capable, enfin elle peut accrocher les gens, hein, et les gens qui y restent, les esprits qui y restent, en fait, peuvent être également créateurs de mémoire des murs. Hein. Donc je veux dire, c'est un ensemble, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même des maisons qui ne sont pas hantées, c'est juste une question de mémoire, et il y a des maisons qui ont les deux. Et mon autre petite histoire, c'est l'histoire avec Sélénie. Mhm. Sélénie Valneau, qui est décédée d'une méningite foudroyante en 1854 à 24 ans. Et dans sa boîte, Ryan Glow, qui a juste des habits. Et un jour, en ouvrant la boîte, parce que les filles de l'association voulaient montrer le corset, en fait, ça s'est mis à sentir la putréfaction sortant de la boîte, mais un truc de fou. Ouais. Et le soir, en spiritisme, elle a dit qu'elle voulait plus qu'on montre ses affaires. Et l'année dernière, au mois de février, il y a un an pile, on faisait de la Ouija avec une journaliste. Je lui ai expliqué comment ça marchait, etc. Sélénie est venue sur la planche et elle a dit faites attention aux mythes. Et sur le coup, j'ai pas compris. Et en fait, sa boîte était bourrée de mythes et était en train de faire des trous dans ses habits. Donc on les a enlevés. Alors en fait, c'est QFD. Elle est toujours, elle, accrochée à sa boîte, à ses affaires personnelles, en tout cas depuis 1854. Mais c'est vrai que c'est la même chose que pour Louis Nestor. Là, on a un phénomène, je dirais, de hantise dans le sens où cet objet est toujours avec la personne à laquelle il était destiné en fait. Et mais ça n'empêche que l'objet peut également aussi avoir une mémoire. L'un n'empêche pas l'autre, quoi. Tout à fait. En tout cas, c'est assez troublant. C'est vrai que la lecture de votre livre nous remet un petit peu. Enfin voilà, on voit les choses un petit peu différemment. C'est vrai qu'on a l'impression d'ouvrir les yeux sur certaines choses et en tout cas, c'est très intéressant. Cette notion de mur, elle ne se retrouve pas forcément dans les bâtiments. Véronique, est-ce que vous pensez que la nature elle-même a des murs? Ah, ça c'est intéressant. Oui, c'est-à-dire, vous pensez, Les oui, falaises, les arbres. oui, oui, tout à fait, à des zones d'énergie au niveau de la nature. Ah oui, mais ça, c'est sûr. Alors après, je dirais que dans la nature, euh, bah, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de choses déjà. Enfin, la nature à l'état pur, hein, pas la nature, pas Oui, la oui, nature, ouais, parce que c'est compliqué maintenant. L'homme étant un peu partout. tout à fait. Mais oui, je pense qu'il y a, oui, il y a des zones d'énergie. Et il peut y avoir à la limite quasiment des murs invisibles, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Au niveau de certaines zones d'énergie qui pourrait y avoir, comme par exemple, alors il y a des zones très connues pour ça, alors la forêt de Brocéliande, etc. Bon, alors moi, il y a une question que je me pose par contre par rapport à à tous ces lieux qui à la base sont quand même des lieux très énergétiques, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de visiteurs. Mhm. Est-ce que, bah oui, est-ce que ça va pas finir par poser un problème? Vous voyez ce que je veux dire quand, Ouais. bah oui, ça c'est, parce que c'est pas anodin, hein, parce que tous les gens qui viennent dans ces lieux-là, quelque part, ils viennent avec l'intention quelque part d'en prendre quelque chose. Mhm. Alors, c'est pas malveillant, hein, Bien sûr. l'intention, mais d'en prendre un peu d'énergie, vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent quelque part en ramener quelque chose de ces lieux. Mhm. Et c'est vrai que moi, je pense qu'à la longue, ça pourrait peut-être poser un problème. C'est comme une question qu'on m'a souvent posée. Versailles, bon, c'est des millions de visiteurs par an. Mhm. Quid de la mémoire des murs, là? Ouais. Ah oui, parce que c'est évident qu'à Versailles, de la mémoire des murs, avec tout ce qui s'y est passé, Ouais, c'est vrai que ça. et ben là, le problème, c'est qu'est-ce qu'elle n'est pas lavée et surlavée et même essorée, quoi, parce que quelque part.
je veux dire, les gens, ils y vont tous avec l'intention consciente ou inconsciente, hein, d'ailleurs, hein, Mhm. parce que s'imprégner comme ça des vieux châteaux, donc des vieilles mémoires, des choses, etc. Donc c'est vrai que euh, c'est les lieux, je dirais. Extrêmement visités comme ça avec des intentions d'en retirer quelque chose, d'en ramener quelque chose, de ressentir quelque chose. Je sais pas la langue ce que ça pourrait donner. Et au niveau de la nature, c'est peut-être la même chose en fait. Je veux dire, parce qu'il y a des lieux, oui, il y a des lieux, c'est évident au niveau naturel qui sont certainement extrêmement forts. Ça c'est sûr. Au niveau des murs et de la créativité, je me suis posé la question suivante. Il y a certains artistes qui peignent des fresques murales. Est-ce que vous pensez que cela peut ajouter une dimension supplémentaire à l'énergie d'un lieu? Alors oui, parce que par exemple, c'est ce qui s'est fait, par exemple sur le mur de Berlin, etc. Mhm. Alors en fait, c'est marrant parce que taguer, non, peindre à la bombe, il y a des mecs qui font des trucs extraordinaires, mais repeindre des vieux murs, par exemple, ou des choses comme ça, des vieux murs, souvent c'est des murs en béton d'ailleurs, Mhm. mais je veux dire, c'est quelque part s'approprier un espace, c'est lui redonner une nouvelle énergie, les gens vont le voir différemment, et c'est vrai que il va y avoir un impact terrible parce que la vision des gens qui vont passer devant le mur va être différente. Mhm. Donc le mur va recevoir quelque part des énergies différentes. Ça lui redonne une naissance quelque part un Ouais. petit peu. C'est un truc. Moi, je pense que oui, ça peut avoir un impact. De toute façon, tout ce qu'on fait a un impact. C'est tout ce qu'on fait a une conséquence. Par exemple, vous faites, par exemple, je sais pas, imaginez 10 maisons pareilles, des maisons neuves, 10 maisons strictement pareilles. Mhm. Et vous dites à 10 personnes différentes, tu rentres dans une maison, tu la décores comme tu veux, tu fais ce que tu veux, budget illimité, on imagine. Ouais. Les 10 maisons seront différentes, forcément. Je veux dire, Mm. on prend 10 personnalités différentes, les 10 maisons sont différentes. Et les 10 maisons, l'ambiance va être différente. Elles vont être impactées différemment, les maisons. Et la mémoire déposée, l'intention, tout ça va être complètement différente. Tout ce qu'on fait, je veux dire, a des conséquences. D'abord, les couleurs, il y a un taux vibratoire, il y a une fréquence des couleurs. Et, les couleurs, la façon de placer des objets La à des endroits décoration. précis, la décoration, l'intention qu'on y met. Est-ce que ça va être une déco un peu fun, colorée? Est-ce que ça va être tout blanc, style hôpital ou loft, minimaliste? Est-ce que ça va être surchargé? Tout ça, en fait, c'est notre inconscient qui s'exprime et qui fait rejaillir de la mémoire sur les murs. Alors évidemment, quand on décore, on n'a pas toute cette dimension là tout de suite. On est plongé dans le décor, la couleur, on choisit, on s'imagine comment ça va être, etc. Mais c'est pas anodin. Je veux dire, voilà, ça crée une identité de la maison parce qu'une mémoire, c'est une identité aussi. Ça crée une identité de la maison, mais c'est notre identité en fait qui s'y met quelque part. Donc je veux dire, voilà, c'est pour ça que entre nos murs et nous, il y a un vrai lien, il y a une espèce de cordon ombilical même. Et est-ce que vous pensez que, à l'inverse, est-ce que vous pensez que les murs peuvent aussi nourrir la créativité? Oui, moi je pense que des murs positifs, des murs qui sont si la personne est est bien et vibre comme les murs qu'elle habite, Mhm. je pense que oui, il peut y avoir des maisons, des murs, pas forcément des maisons, des murs, appartes, bref, qui nous tirent vers le haut, bien sûr. Je veux dire tout. Là, c'est vrai que nous, on s'est surtout attardé. Je dirais sur quelques maisons à problème parce que c'est vrai que les problèmes nous marquent plus dans la vie et Bien qu'on sûr. a plus tendance à ressasser les problèmes que les choses bien. Mais Bien sûr, je oui. veux dire, C'est on humain. a aussi des maisons qui nous aident. Je pense qu'on a on a des bonnes maisons. Puis on a tous connu une maison quand on rentre chez soi, on souffle, on est content, on est chez soi, quoi. On enlève nos pompes, tout ce qui nous gêne.
on s'affale et clac, on est tranquille, quoi. Et là, on respire, on lâche prise. On a tous connu ça, un truc. Je veux dire, c'est voilà, nos maisons, bien sûr, qu'elles peuvent nous tirer vers le haut, nous protéger. Une maison. De toute façon, dans l'inconscient, la maison, c'est la maman, c'est l'utérus de la mère. Oui, c'est la représentation de. Oui, oui. Oui, ça peut être en fait une maison avec. Ça peut être un catalyseur en fait pour l'imagination, pour. Ah, tout à fait, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Et pour. Oui. Oui, je sais pas ce qu'elle est devenue, la maison de Dali à Figueras, mais je crois que c'est un musée maintenant. Enfin, je dis malheureusement, non, c'est bien que ça soit un musée, mais parce que quelqu'un qui va qui rachète une maison de ce type, vous imaginez un peu les énergies de dingue, c'est extraordinaire. Ouais, ça va être assez spécial quand même, j'avoue. Pour continuer il nous reste 2 petites dernières questions concernant le livre. C'est passionnant et on pourrait en parler pendant des heures, mais il me reste 2 questions, Véronique. C'est notamment une question concernant le futur des murs. Pour vous, quelle est votre vision du futur des murs par rapport à alors en fait, si vous voulez, par rapport au fait qu'on puisse en découvrir davantage sur les murs, par rapport à la technologie, à tout ce qui va pouvoir nous permettre de lire en fait la mémoire des murs. Est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, quelques décennies, nous aurons une nouvelle vision de ces énergies, de ces mémoires de murs? Alors, pour moi, je suis pas sûre de ça parce que il n'y a aucune vraiment technologie aujourd'hui prouvée scientifiquement qui puisse mesurer, par exemple, le taux vibratoire d'une maison. On parle d'unités Bovis, mais les unités Bovis, c'est absolument pas reconnu par la science. C'est un gars qui vient avec une pendule et puis une planchette avec ses unités. Alors il dit bon là c'est trop bas, c'est pathogène, là c'est trop élevé, c'est pathogène. Faut que ça soit au milieu. Bon il dit ça, mais la géobiologie, par exemple, c'est une science. C'est une science. C'est pas vraiment une science, mais je veux dire, par contre, empiriquement, on sait que ça marche. Oui. On sait pas comment, mais ça marche. Après, le problème de la science, c'est pas que ça marche, si vous voulez, c'est que pour qu'on puisse dire que c'est une science, il faut que ça marche, ok, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'on déroule tout le processus qui fasse qu'on puisse prendre des mesures et qu'on puisse comprendre le pourquoi du comment. Là, je sais pas, parce que vous parlez de technologie, on n'a pas actuellement vraiment de technologie qui nous prouve qu'une maison est sur l'échelle des unités Bovis est pathogène. Ça se fait, hein, on peut faire venir un sourcier ou un mec qui va penduler et qui va vous dire bah là votre maison est pathogène et moi je suis sûre que le mec sera sincère et que de toute façon il aura raison, mais même si empiriquement ça va se révéler être exact, c'est pas vraiment une science, c'est une vraie technologie parce qu'on va pas pouvoir expliquer pourquoi le gars, je veux dire avec sa baguette de coudrier ou son pendule, pour les scientifiques, il passe pour un rigolo. Ouais, c'est clair. Ouais, le problème est là. Après les murs, le futur des murs, moi je sais que je m'intéresse depuis toute petite aux constructions en général. Moi j'aime beaucoup les maisons, je me sens tout le temps mieux dans des maisons construites en calcaire ou bon, le granit, c'est un peu spécial. Moi, le donjon que j'ai en Limousin, là, il est en granit. C'est encore un peu spécial. Le granit, c'est une énergie qui est spéciale à vivre. Qui est très particulière. Mais c'est des matières naturelles encore, ça. C'est donc, on est dans des choses, les matières naturelles, je dirais, bon, faut faire attention au radon, tout ça, il y a des trucs à regarder, mais bon, ça reste des matières naturelles. Le mieux, c'est quand même le calcaire. Mais je veux dire, le truc, c'est que, il y a beaucoup de maisons qui sont construites après la Seconde Guerre en béton vibré, en béton armé. Bon, là, on sait que le béton tombe malade, entre guillemets. Hein. C'est la maladie du béton. En fait, c'est les tiges en métal dedans qui éclatent avec la rouille. Enfin, ça crée des fissures. Donc, on a des bâtiments du génie civil, des ponts qui posent des problèmes parce que les réparer, c'est le prix du pont. Et il y a de temps en temps des immeubles du parc HLM, etc. Faut les imploser parce que ils deviennent dangereux. Alors ça, je dirais que les murs récents,
en fait, les murs récents, c'est problématique parce que c'est des murs qui ont été faits avec une intention de rapidité et d'économie, d'urgence en fait. Il y a une notion d'urgence parce que il faut loger les gens vite, à moindre coût, et c'est pas une mémoire terrible, et dans le sens où de toute façon les murs sont malades et que là on est devant un vrai problème avec le béton armé, par exemple. On est devant un vrai problème. Par exemple, je parle du béton désarmé dans mon bouquin parce que il y a eu des scientifiques qui se sont rendus compte que le béton romain, le fameux béton romain, alors, vous savez que les constructions romaines qui ont 2000 ans, elles sont en meilleur état que certains immeubles qui en ont 60. Ah oui, elles tiennent toujours, oui, aux intempéries. C'est un béton, en fait, vivant qui est capable de s'adapter à l'hygrométrie. Par exemple, quand il pleut, il gonfle légèrement, donc il n'y a pas trop de fissures. Il se rétracte intelligemment quand il fait trop chaud, il y a moins de problèmes dans des vieilles maisons ou dans des maisons neuves d'ailleurs. Enfin, etc. Donc je veux dire, tout ça, ça a été fait avec le temps. Le temps n'était pas un ennemi dans les constructions avant, si vous voulez. Là, aujourd'hui, le temps, c'est un ennemi. Il faut faire vite. Le temps, c'est de l'argent aujourd'hui. Donc, voilà. Le problème est là. Donc, le futur des murs, je sais pas, si le temps, ça reste de l'argent, les murs du futur, si on continue à travailler sur des bétons vibrés, des bétons armés, je sais pas. Parce que ça m'étonnerait qu'on revienne au calcaire. Hein, mais bon, oui, non, je pense pas. À mon avis, ouais, ça sera plutôt du béton encore, enfin. Voilà, si au niveau économique ça s'arrange pas, ça sera ça, je pense. Tout à fait. Ma dernière question concernant votre livre, Véronique, c'est pour vous, quelle a été la découverte la plus surprenante que vous ayez faite lors de votre enquête sur les murs et leur mémoire? Ah, alors là, franchement, j'étais à la fin de mon livre. J'avais envoyé ce qu'on appelle la fin pour le BAT, le bon à tirer. Et j'ai une copine, Catherine Vivier, qui m'aide à faire mon arbre généalogique. Et elle a fait une découverte tellement incroyable que j'ai renvoyé chez Très Daniel. J'ai dit non, mais j'ai envoyé un mail. J'ai dit attendez, il faut inclure ça. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que bon, moi je suis parisienne. Je suis née à Paris, et mes parents, quand j'étais ado, sont venus à la campagne parce qu'ils avaient envie de petits oiseaux, voilà. Bon, alors moi, j'étais pas ravie du tout, mais je suis arrivée à la campagne, et puis après, j'ai rencontré François, etc. Et en 85, avec François, on flirtait juste, hein, on n'était pas. Et François avait repéré une petite maison, une ruine à l'époque, et elle s'est vendue à la bougie. La maison avec 3 hectares, l'équivalent de 7 000 € aujourd'hui. D'accord. Donc voilà. Cette maison, c'était vraiment une ruine. Hein. Quand j'ai une ruine, c'est vraiment une ruine. Il n'y avait plus de toit, plus rien. Et j'ai toujours trouvé mignonne. Et puis un jour, après, on a vécu ensemble, etc. On a eu des enfants. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, j'en ai marre. Moi, cette maison, elle m'a toujours attirée. On va la retaper. On va prendre le temps. On va la retaper. On va aller y vivre. Alors, c'est ce qu'on a fait. De toute façon, nous, on a un karma de reconstruction. Hein, on fait que ça. Donc, on a retapé la maison, tout ça. Et quand je vous dis, elle était pas grande, hein, ça va, mais je veux dire, c'est style la maison de gardien à Fougeray, en fait. D'accord. Et on est venu s'installer, et c'est cette maison toujours bien aimée. Vraiment, c'est une maison en pierre calcaire, une vieille maison classique. Et j'ai toujours bien aimé cette maison. Et c'est une maison qui est accueillante. Il y a tout le temps du monde qui passe, tout ça. C'est une maison d'accueil, mais vraiment dans le bon sens du terme. Et Catherine, un jour, à la fin de mon bouquin, elle me dit, putain, j'ai trouvé un truc de fou, quoi. En fait, du côté de ma mère, il y a une Antoinette, en 1772, qui a vécu et qui est morte dans cette maison-là. Et ça, j'ai trouvé ça dingue, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est bien les maisons qui nous choisissent. On a bien un fil rouge, un fil conducteur avec les lieux dans lesquels on vit. Et de toute façon, rien n'est hasard. Et moi, je pense que pour être bien dans un lieu, faut vibrer comme le lieu. C'est pour ça qu'il y a des lieux qui nous attirent, des lieux qui nous
qui nous jettent, qui nous aiment pas et on se sent pas bien non plus, etc. Je pense qu'à partir du moment où on a un lien avec un lieu, même si on le sait pas sur le coup, on a une espèce d'attirance. Mais moi j'ai eu ça aussi dans mes témoignages. Il y a eu une jeune femme qui visitait une vieille maison dans le Lot. Elle a appris après que c'était 3 ou 4 générations, une arrière-grand-mère qui avait vécu dedans. Enfin bon, je veux dire voilà, je pense qu'il y a des lieux comme ça. C'est marrant, on est obligé de refaire un bout de chemin dedans. Voilà, donc ça m'a vraiment étonnée parce que rien j'avais aucune piste qu'une Antoinette en 1772 ait vécu dans cette maison, mais aucune. J'y aurais même pas pensé d'ailleurs. C'est vraiment c'est bluffant. C'est vrai que Ouais. c'est vraiment incroyable. En tout cas, j'invite les auditeurs à vraiment découvrir votre livre. Les murs ont-ils une mémoire? Madame Véronique Geffroy, c'est témoignages extraordinaires. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Mais moi, franchement, je vous le dis, c'est pas parce que je vous ai sur l'antenne, mais je me suis régalé. C'était un pur plaisir de vous lire. Vraiment, vraiment. En tout cas, voilà. Vous pouvez vous procurer le livre partout, sur Amazon. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Alors, je sais qu'il faut pas trop parler d'Amazon, mais, mais bon, c'est le plus rapide. Et puis, voilà. Moi, je l'ai eu par là. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Mais votre actualité, Véronique, c'est pas uniquement votre livre, c'est aussi un projet que vous avez eu, que vous avez concrétisé, et c'est la rencontre de nos mémoires cartes oracle avec Christelle Dubois. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet qui s'est concrétisé? Alors, il y a une dizaine d'années, parce que Christelle, on se connaît depuis une dizaine d'années. Alors Christelle Dubois, qui est une médium vraiment extraordinaire. En fait, on s'était dit, ça serait bien qu'on fasse un oracle avec les gens de Fougeray, avec les ressentis, tout ce qui a été vécu à Fougeray. Donc, un jour, on a pris le temps de le faire, de se poser, de le faire, parce qu'on a rencontré alors Adeline qui nous a fait des superbes photos. Ah oui, les clichés sont magnifiques. Ah oui, Adeline Quinzel, oui. Et donc, alors finalement, on s'est réunis toutes les trois plusieurs fois et on s'est dit voilà, alors par exemple on va faire une photo avec le meneur, c'est dans le bureau de Félix. Voilà, on a pris plusieurs personnages, plusieurs thématiques. On a pris Alice aussi, etc. Alors, on a des amis qui venaient poser bénévolement pour nous et tout. Mais là, par contre, il y a vraiment de la bonne humeur, de la créativité et des rires dans ce jeu. Ça s'est vraiment fait. C'est marrant, ça s'est fait en fait. En jouant comme un jeu, donc vous voyez ce que je veux dire, donc avec vraiment bonne humeur, tout ça. Si ça allait, c'était bien. On s'est pas pris la tête en fait, et ce côté-là, c'est vachement agréable. Et donc on a fait 44 cartes oracle, donc avec je sais pas tout ce qu'il y a dans un oracle, l'amour, le vol, l'abondance, les équinoxes, les saisons, le temps, enfin voilà toutes les grandes notions qu'on peut retrouver dans un oracle. Et toutes les photos sont prises, c'est des scènes dans le château de Fougeray, avec à chaque fois des clins d'œil à des choses qui se sont produites. Donc la colère, c'est par exemple dans la chambre de l'huissier, c'est avec cette histoire de hache, etc. Donc à chaque fois, on a fait on s'est mis dans une situation qu'on connaissait historiquement. Et on avait un bénévole qui posait, on a trouvé des costumes, on s'est amusé et on a fait des clichés et puis après on a fait les textes. Alors Aline a fait les clichés, Christelle a fait la signification de la carte, tout ce qui est prédictif, signification, etc. de la carte. Et moi j'ai fait la vibration Fougeray. Alors vibration Fougeray, j'ai fait par carte. Comment Fougeray vibrait par rapport à cet événement et ce que les entités vous disent par rapport à ça. Par exemple, je sais pas, par rapport Félix, j'ai parlé beaucoup de ses soucis par rapport à l'argent et puis à ses amours difficiles, etc. Enfin, à chaque fois, on s'est raccroché à l'histoire du lieu. Mais en tout cas, c'est un super coffret et franchement, on sent qu'il y a de la bonne humeur, on sent que ça a été fait vraiment de manière joyeuse et c'est un super beau coffret. Moi, je vous le recommande fortement
pareil, hein, il est disponible un petit peu partout. N'hésitez pas à vous le procurer. En tout cas, par rapport aux photos de Adeline Quinzel, je crois que parfois vous en postez hein, sur vos réseaux sociaux à vous. Oui, Euh, j'en poste. Oui, elle, j'en poste souvent, oui. elle fait des clichés absolument magnifiques. Voilà, c'est vraiment un pur régal. D'ailleurs, vos réseaux sociaux, hein, si vous voulez suivre Véronique, vous tapez Château de Fougeray sur Facebook, Instagram. J'ai vu que vous étiez sur Threads aussi, il y a pas longtemps. Oui, bah, oui, parce que je sais pas, Insta, ils arrêtaient pas de me proposer. Je dis ouais, je vais faire un truc. En fait, oui, bon, ça m'apporte pas grand-chose de plus, mais bon, Non, non, voilà. non. Ben, c'est un nouveau réseau social, donc voilà. C'est ce que j'ai vu sur le coup. Je savais pas trop où je mettais les pieds, mais bon, bref. Donc voilà. Donc Donc, si vous voulez suivre Véronique sur Threads, vous y êtes, il n'y a pas de souci. Et je voulais parler aussi d'autres choses, bien sûr. Je voulais parler parce qu'on en a peu parlé en définitive hein, depuis le début de l'interview, mais du château de Fougeray. Cette année 2023 qui est passée, ça a mhm. été une année. Donc je pense que ça a été une belle saison pour vous. Euh, Comment ça s'est passé au niveau des phénomènes paranormaux? Est-ce que cette année a été plus placée sous le signe des phénomènes de poltergeist? Est-ce que ça a été plus des résultats en TCI? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan comme ça? Alors, en petit bilan, cette année, l'année 2023, déjà, ça a été une bonne année dans le sens bonne humeur. Ça a Ouais, été une année joviale. Ça a été une année d'amitié parce que on a une nouvelle intervenante qui est arrivée, Maïder. oui, On a des nouveaux intervenants bon qui étaient déjà venus mais qui ont vraiment pris place à Fougeray comme William Emel, etc. C'est vrai on était vraiment, enfin on était, je parle pour l'année 2023, j'espère que 2024 ça sera la même chose, mais sous de bons auspices, vraiment d'amitié et de complicité entre nous. Et ça, c'est important quand quelque part, quand les intervenants, les organisateurs s'entendent bien. Moi, je trouve que ça se ressent dans les soirées. En fait, ça crée une espèce de belle aura. Le dernier jour, le lendemain, on s'envoyait des messages. Tout le monde pleurait à moitié. Oh, tu vas me manquer et tout. Ah oui, oui, mais c'est comme génial. si on quittait une colo, quoi. C'était assez marrant. Bah, c'était une année, je dirais, pleine de surprises, hein, vraiment 2023, parce que bon, alors déjà en TCI, bah c'est Manu Delpech qui gère la TCI. On a eu plein de choses très intéressantes. Bon, je veux dire en TCI, on a quand même souvent, alors pas forcément à chaque fois non plus, hein, mais on a souvent de très beaux résultats. Au niveau de l'atelier ressenti avec William Emel, là, franchement, il a un matériel de dingue, William, et c'est vrai que ça c'est intéressant. On a eu beaucoup de il a eu beaucoup de voix, notamment dans des micros qui plaçaient, par exemple, à l'autre bout du couloir, Chambres et Chauguettes, alors qu'il était à côté de la chambre du chevalier, ou quand il plaçait ça dans le grenier, ou quand il plaçait sa boîte à musique quelque part, elle se déclenchait toute seule. C'est une boîte à musique, elle se déclenche que si quelqu'un passe à côté. Et là, il y a eu pas mal de déclenchements de boîtes, on a eu pas mal de voix, pas mal de choses vraiment intéressantes. Mais je dirais que c'est le clou du truc. Alors, on a eu quelques phénomènes de déplacement d'objets, on a eu vraiment des choses intéressantes. Et au niveau spiritisme aussi, on a eu beaucoup de messages hyper cohérents, de bons conseils, bienveillants et tout. J'ai trouvé que c'était très positif comme année. Et à la fin, on a eu le clou du truc. Ça m'a fait rire, enfin rire jaune, mais pour Noël, on a fait des soirées réveillon de Noël. Et il y a une soirée réveillon de Noël, c'était Maïder qui était à la Ouija, et il y avait une dame qui à la Ouija en fait bah, était un petit peu dans le déni et puis voulait pas trop recevoir les messages, disait non mais je vois pas qui c'est, machin. Enfin à chaque fois bon, il y a des gens comme ça, ils ont un peu peur de recevoir, alors bon ils sont un peu dans le déni, mais bon ça c'est pas grave. Et Maïder ainsi dit mais si il y a vraiment quelqu'un là, faut vraiment que je vous délivre le message parce que c'est vrai que si on délivre pas le message, la personne ne s'en va pas. Enfin, l'esprit est mécontent. Enfin, ça c'est frustrant aussi pour eux. Ils se cassent ils se cassent vraiment la nénette à venir donner un message. Et vraiment, la fille ne voulait pas. Et c'était un message venant d'une grand-mère début 20e ou d'une arrière-grand-mère début 20e. Et il y a alors ça, tout le monde l'a vu, hein, là par contre. Il y a un tableau, un portrait ovale
qui était au-dessus d'une porte. Juste avant, il y a eu 3 coups dans la porte que Claudie a très bien entendu dans son atelier. Mhm. Il y a eu 3 coups dans la porte. Le tableau a valdingué dans la pièce. Et sur le tableau, il y avait marqué le nom de la dame et il y avait marqué 1910. Donc, et c'était la date de la dame qui voulait passer absolument un message, bref, et qui était pas contente. D'accord. Donc voilà. Alors moi, j'étais pas très contente non plus dans le coup parce que il a fallu que je répare. D'ailleurs, ça s'est fait avant-hier. Il a fallu que je répare le cadre et tout ça. Ouais. Mais tout ça pour dire que voilà, tout ça c'est extrêmement cohérent. Et moi, tous les messages que j'ai, que ce soit en spiritisme ou même les messages qu'on a en déplacement d'objets, bah franchement, il y a une cohérence derrière ça. C'est jamais comme ça. C'est pas n'importe quoi, je veux dire, voilà. Ah, je confirme, puisque quand je suis venu donc au mois d'octobre dernier, c'était la 3e fois que je venais au château de Fougeray et j'ai eu le plaisir de vous rencontrer à nouveau. D'ailleurs, j'ai fait une séance de Ouija avec vous et Maïda. Et en fait, il y a eu comme vous le dites, en fait, il y a eu une cohérence entre tous les ateliers, c'est-à-dire qu'on a eu des informations qui se complétaient entre chaque atelier. Je précise bien que les intervenants ne se parlent pas entre eux à la fin de chaque atelier. Donc ça, c'est clair, net et précis. Et j'en profite aussi pour passer, bien sûr, le bonjour à tous les intervenants parce que tout le monde a été extrêmement sympathique et on s'est vraiment senti comme dans une petite famille. Et il y a un intervenant vraiment que je ne connaissais pas, hein, je l'ai découvert au château de Fougeray, c'est Aaron Vial, voilà, le médium. Oui, Aaron. Alors Ah, Aaron, c'est vrai que je l'ai pas cité, mais Aaron, bah, comme il est à Nice, c'est vrai qu'il est venu 2 fois. Il est venu, enfin, je dirais que 2 fois, oui, à Fougeray cet été. Oui, Aaron, c'est vrai que les gens ont beaucoup apprécié sa médiumnité, puisqu'en fait, il fait du contact défunt. Vraiment avec grande précision et oui ça a été c'est vrai que les gens ont vraiment apprécié son atelier. Alors Aaron, il est très très demandé, il fait beaucoup de conférences. Donc moi j'ai eu le plaisir de l'avoir que 2 fois en 2023. Là cette année, j'espère aussi l'avoir 2 fois, on verra selon. Mais c'est vrai que oui, il est venu en juillet. Il a fait 3 soirs en juillet et il a fait 3 soirs en octobre, Aaron. Ouais. exactement, c'était un des soirs où je participais en plus, donc j'ai eu cette chance-là et Ouais. c'est vraiment bluffant. Voilà, clairement, il faut le dire, j'avais aucun a priori, mais quand on a commencé, c'était en fait les informations qu'il nous a données étaient, enfin voilà, à un moment donné, il faut plus poser de questions, il y a des messages qu'il reçoit et il vous les délivre avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de tact et vraiment c'était un atelier qui était exceptionnel et qui était encore plus exceptionnel dans le sens où les ateliers qu'on suivit derrière étaient vraiment complémentaires avec Claudie, avec d'autres intervenants. À chaque fois, on avait quelque chose de cohérent qui se tenait et c'était prodigieux. Enfin, ma 3e fois à Fougeray, je m'en souviendrai toute ma vie. J'espère que la 4e sera aussi bien, voire mieux. Mais du coup, voilà, c'est un atelier absolument exceptionnel et je voulais lui rendre hommage et rendre hommage aussi à tous les autres intervenants parce qu'ils sont vraiment top. Ah oui, c'est vrai que on a eu une belle équipe en 2023, vraiment. Hein. Mais non, franchement, oui, c'est vrai qu'Aaron, moi j'ai vraiment des bons retours. Il m'a offert un contact après en visio, et c'est vrai que moi, il a dit enfin, il a eu mon père, c'est la personne que je voulais avoir d'ailleurs, et j'ai été assez bluffée par les choses qu'il m'a révélées sur lui, dont je parle pas et que personne savait. Enfin, et tout, voilà, pour que je sois sûre que c'était vraiment lui. Et après, on a eu vraiment des choses impressionnantes tous les deux au niveau message, etc. Enfin, oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Après, c'est ce que je dis aux gens qui viennent à Fougeray, faut qu'ils lâchent prise et qu'ils arrêtent de se poser des questions. Faut qu'ils les prennent les messages, parce que des fois, je sais pas, quand on se pose trop de questions. On peut aller jusqu'à bloquer une séance de spiritisme si vraiment on est dans le mental. Faut vraiment lâcher prise avec le mental. Faut recevoir. Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est intéressant parce que ça exprime bien en fait la cohérence des choses. Hein, que c'est pas n'importe quoi. C'est que d'atelier en atelier, en général, bah ça confirme des choses, ça les précise, etc. Donc, et c'est vrai qu'entre ateliers, on est tous dans une pièce séparée.
On n'a pas d'oreillettes, comme disent les gens de Les mauvaise langue. détracteurs, oui, mais ça c'est Les complètement faux. détracteurs, on communique absolument pas entre nous, hein, ça c'est clair. Hein, Non, non, donc, il faut vivre l'expérience et il y a que comme ça qu'on comprend. Enfin, c'est juste prodigieux. On a passé une soirée absolument incroyable. On en parle encore tous les jours. Hein, donc c'est pour vous dire, hein, c'est depuis le mois d'octobre dernier quand même. ah bah, vous nous mettez une sacrée pression pour cette année là. Ah non, Alors là, faut pas avoir la pression. Vous inquiétez pas. De toute façon, rien que de venir à Fougeray, c'est déjà un très beau cadeau. Et puis voilà, s'il se passe des choses, il se passe des choses. S'il se passe rien, il se passe rien. C'est pas grave. Mais déjà, le fait de venir au château, c'est déjà un très beau cadeau. Avant de terminer, Véronique, l'interview, je voulais savoir quels sont vos projets futurs. Est-ce que vous avez un nouveau livre peut-être dans les cartons? Alors dans les projets, oui, j'ai un nouveau livre dans les cartons. Alors en fait, je travaille actuellement sur. Alors c'est la suite sans être vraiment la suite des Invisibles. Enfin c'est la suite dans le sens où des choses qui nous sont arrivées après l'écriture du premier. Mais je peux pas trop vous spoiler le truc, mais bon, voilà, il y a un nouveau bouquin dans les cartons, ouais, ça c'est clair. Bon, qui va être écrit sur le même ton, enfin, je veux dire quelque chose de facile à lire avec des rebondissements et tout. Hein, c'est pas, voilà, j'écris pas des essais, enfin voilà. Et sinon, bah au niveau nouveau lieu, j'espère que là on est en train de focaliser sur le donjon templier pour faire des expériences de ressenti à l'intérieur, etc. Donc je pense que cette année, on va organiser 1 ou 2 soirées là-bas. Donc avec une ambiance complètement différente, hein, parce que là-bas c'est Brevard. Hein, Ouais. je veux dire, ah oui, vraiment. Au niveau lumière, on a juste des petites meurtrières. Enfin, on n'a pas l'électricité. Enfin, c'est complètement différent. Par contre, dans les maisons à côté, il y a tout ce qu'il faut pour recevoir les gens. Mais donc, on va essayer de voir un lieu vierge en fait de toute enquête, comment il réagit, ce qui se passe, etc. Mhm. Et là, par contre, moi, je connais l'histoire, mais je vais pas influencer les gens. Je vais rien dire. Comme ça, voir ce qui se passe pour les premiers ressentis, les premiers contacts, parce que c'est pareil, c'est vraiment un donjon très ancien, donc là il s'en est passé des choses. Donc voilà pour les projets 2024, voilà. D'accord. Et Les travaux à Fougeray, parce que là les travaux, forcément. ouais, donc ça fait pas mal, ouais, ça va. Ouais, les travaux, oui, c'est très important les travaux. Voilà, pour restaurer le château, c'est une période un peu compliquée pour vous, hein, généralement, hein, cette période-là, parce que vous sortez d'une saison et ensuite vous attaquez les travaux, donc j'imagine que pour vous vous. Savez, ma vie est faite de boulot et de complications. Moi, j'ai du mal à débrancher. J'avoue, bon, cette année, j'aimerais bien me prendre 15 jours, vraiment, voilà. Mais c'est vrai que oui, en fait, quand on sort de la saison, on se repose un peu physiquement déjà, parce que se coucher tout le temps à des heures pas possibles, voilà, ça fatigue l'air de rien. Et puis après, on entame les travaux. Et puis il y a les travaux, en Corrèze là aussi, parce que je voulais améliorer un peu 2-3 trucs pour recevoir 1 ou 2 groupes, pas plus. Par contre, je vais faire ça en plus petit comité. Mmh. Et puis il y a le bouquin à écrire. Et puis en plus, on est invité avec François en Arizona dans un lycée avec lequel on communique depuis plusieurs années, parce qu'en fait, c'est une prof de français qui a fait travailler le français à ses élèves en lisant Les Invisibles de Fougeray. D'accord, c'est génial, c'est donc, génial. Donc elle m'a contactée et tous les ans on faisait une petite visio avec les élèves et tout. Alors je parlais doucement avec des mots des mots simples, etc. pour qu'ils comprennent. Et là, elle m'a invitée avec François pour aller visiter des lieux hantés avec les élèves et puis parler des phénomènes, etc. Donc j'espère que j'aurai le temps. Vraiment, je fais tout pour essayer au moins d'y aller une semaine, quoi. C'est en Arizona, à côté de Phoenix, donc voilà. Ah ouais, ça va être une super expérience pour vous et puis peut-être pour nous aussi, si vous nous le faites partager sur vos réseaux, oui, ça serait génial. Oui, je le ferai partager, il n'y a pas de problème. Oui, et du coup, avant de terminer, je sais aussi que vous avez fait quelques conférences.
j'aimerais savoir pour vous, c'est l'importance de ces conférences. Pour vous, c'est nécessaire, c'est un besoin d'expliquer, de parler de ce que vous vivez. Les conférences, c'est vrai que j'en ai faites, ouais. Alors le problème des conférences, alors c'est toujours bien une conférence parce que les gens qui viennent sont intéressés, on échange, bon c'est toujours bien. Une nécessité, non, c'est pas absolument nécessaire, hein, c'est pas ça. Après c'est toujours bien d'échanger. Bah c'est bien, mais c'est vrai que j'avoue que quand j'ai parlé, la dernière conférence que j'ai faite, là où j'ai parlé des phénomènes de poltergeist, il y avait vachement de monde. À Toulouse, il y a tout le temps beaucoup de monde. Hein, c'est genre 400 personnes. Ouais. Et c'est vrai que, bah, au niveau de la salle, les gens, ils étaient très, très, très intéressés. Là, par contre, vraiment, la salle était passionnée. Et c'est vrai que, par contre, bah, j'ai senti quelque part qu'au niveau des organisateurs, ils se sont demandé à un moment donné, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et pourtant, tout ce que je disais était factuellement vrai. Et j'ai parlé aussi des recherches en cours sur les phénomènes de poltergeist. Pas grand-chose finalement, parce qu'au niveau de la science, c'est pareil, personne comprend rien. Comment un objet peut traverser un mur selon la physique mécanique, c'est pas possible. Donc voilà. Mais non, c'est vrai que ça. Mais je pense quand même que les conférences, ce qui serait bien, c'est que j'en fasse, oui, il faudrait dans des lieux. Que j'en fasse dans des lieux un petit peu, je sais pas, moi, à la limite, pourquoi pas en organiser de temps en temps à Fougeray, enfin dans des lieux comme ça, un peu, parce que c'est vrai que nous, à chaque fois, c'est super loin et tout. Alors après, des fois, c'est très bien, des fois, ça dépend de la motivation de tout le monde. Je dirais. Mais bon, c'est toujours bien d'échanger avec le public sur ces sujets, parce que de toute façon, s'ils viennent, c'est que c'est qu'ils se posent des questions déjà. Et qui s'ouvre au sujet, qui s'intéresse, et c'est toujours. Qui s'ouvre au sujet. Alors je vais dire un truc. Je vais pas me faire des amis, mais les gens s'ouvrent au sujet, certaines personnes s'ouvrent au sujet, oui bien sûr, puisque s'ils viennent. Mais moi j'ai trouvé que bizarrement, il y avait beaucoup de médiums qui ne s'ouvraient pas au sujet et qui carrément se fermaient au truc. Parce que, alors je parle pas d'Aaron, hein, ni de Christelle, parce qu'elle mais je veux dire le truc, c'est qu'il y a des médiums qui m'ont dit, non mais tout ça, c'est du bas astral, ce que vous vivez, c'est pas normal. Je vois pas pourquoi on en parle, etc., etc. Alors bon, si on commence à se dire ça et qu'on parle pas parce que c'est le bas astral, pour moi c'est grave. Mais enfin, je veux dire, c'est de l'obscurantisme. Après, on parle pas, on doit pas en parler, c'est un tabou, c'est de l'obscurantisme. Mais je veux dire, il y a beaucoup de médiums qui moi m'ont un peu chambré entre guillemets parce que aussi on faisait du spiritisme. Mais moi, je suis désolée. Mais le spiritisme, d'abord, c'est une vieille technique qui a fait ses preuves, hein, parce que on a des choses extrêmement cohérentes et les médiums, quand ils ont quelqu'un directement, qui sont en phase avec un défunt et qui l'ont en direct, ils passent des messages, etc. Bon, parce que moi, il me dit, ouais, mais toi, tu peux te faire tromper. Mais pourquoi elle pourrait pas se faire tromper par un esprit malicieux ou bon, bref, je vois. Ben oui. Alors en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une bagarre qui s'instaure parce que certains médiums, j'ai l'impression qu'ils ont peur qu'on leur bouffe leur gagne-pain, j'en sais rien, mais ça m'énerve parce que il y a plein de choses intéressantes à découvrir encore, des messages passés par des guides, par des anges, par des esprits, etc. Et avec des techniques, je dirais, qui malheureusement sont accessibles à tous. Parce que je me suis demandé si on décriait pas la Ouija, le guéridon, etc. Parce que justement, c'était des techniques accessibles à beaucoup de personnes. Alors que tout le monde n'est pas médium, par contre. Alors moi, j'ai été des fois, j'étais un peu dubitative avec une espèce de mentalité de recherche à deux vitesses. C'est-à-dire, on fait de la recherche, on parle sur des sujets, on crée des trucs, mais
si jamais on parle trop de quelque chose qui dérange, faut pas trop en parler. Alors, si dans ce milieu on commence à faire ça, ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué, oui, d'évoquer les sujets. En tout cas, moi, pour ma part, pour faire souvent des séances de Ouija, par exemple, je sais que en matière de protection, on fait ce qu'il faut, on fait avec des bonnes intentions, on fait pas n'importe comment, bien sûr. Hein, il y a toujours des façons de faire. Donc, et on a toujours eu des messages très positifs, on a toujours eu des choses intéressantes, on a toujours eu, enfin voilà, et on n'a pas d'a priori. Après, on est prudent, mais par contre, on s'interdit pas d'en parler, et puis on déconseille pas d'en faire. Enfin voilà, tout simplement, il faut être ouvert d'esprit et voilà. Et je pense que le cinéma, comme vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, a eu une très mauvaise influence sur Oui, oui. sur l'esprit collectif, quoi. Oui, oui, ça c'est sûr. Là, par contre, on a vraiment eu l'image d'un truc démoniaque. C'est ça. C'était vraiment. Démon Zozo. Et oh oui, c'est ridicule. C'est Et vraiment. de toute façon, je pense que les gens qui ont des contacts en direct, les médiums, je vois pas pourquoi ils seraient indemnes de se faire un jour attaquer entre guillemets, hein, parce que moi ça m'est jamais arrivé en faisant de la Ouija, j'en ai fait des milliers d'heures, Oui, par des esprits malicieux, plus ou moins. Enfin, voilà, tout peut arriver dans ce monde de l'invisible. Hein, faut le bien savoir. sûr. Moi, c'est pareil. Je fais hyper attention et tout, mais je veux dire, on fait pas n'importe quoi parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux poids deux mesures là en ce moment. Il y a ceux qui font des contacts défunts avec leur propre capacité, c'est-à-dire en direct, et qui sont des demi-dieux inattaquables. Enfin, ça, faut arrêter. Et ceux qui vont faire du spiritisme et qui sont ceux qui jouent avec le bas astral et qui vont se brûler les doigts. Mais on a les mêmes messages. C'est ça qui Mais les énerve, je pense. c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que ça choque moins un médium qui va être réfractaire en fait au spiritisme. Exactement. Il va se faire incorporer et à la rigueur ça sera pas gênant. Il dira c'est normal, c'est mes capacités. Mais en spiritisme, enfin voilà, enfin quand il se passe des choses, enfin moi j'ai jamais vu quelque chose de négatif en spiritisme. Enfin je pense qu'il faut pas avoir d'a priori là-dessus. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais déjà, ne serait-ce que d'en parler, voilà, je pense que c'est important de pas s'interdire de parler de tout ça. Oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord. Enfin bon, donc voilà. Après, vous savez, c'est comme dans tous les milieux, il y a des guéguerres. Hein. Exactement. Oui, c'est en ufologie, Donc, c'est la même chose. oui, Hein. voilà. En ufologie, c'est pareil. Hein. Il y a plein de sujets comme ça. Donc voilà. En tout cas, Véronique, c'était un véritable plaisir de vous lire déjà d'une. De même. Hein. Enfin, Et, c'est un véritable plaisir de vous avoir en conversation. Là, c'était très bien. eh ben, merci beaucoup. Et puis, c'est un véritable plaisir aussi de vous entendre sur Axon Radio. Ça fait plusieurs fois que vous passez. J'espère vous avoir très bientôt pour vos futurs projets. Et je recommande vivement donc votre livre, Les murs ont-ils une mémoire? Témoignage extraordinaire, et c'est aux éditions Guy Trédaniel. Il y a aussi votre précédent livre, Les Invisibles de Fougeray. Je crois que c'était les éditions Michel Lafon. Tout à fait. Et ensuite, il y a la rencontre de nos mémoires, les cartes oracle, avec Christelle Dubois, vous-même, et les photos d'Adeline Quinzel. Voilà. Que vous pouvez retrouver aussi sur toutes les bonnes boutiques, dont Amazon. Donc voilà. C'est vrai que c'est bien pratique Amazon. Ouais, c'est bien commode. Vous commandez, vous l'avez le lendemain. Donc bon, je fais pas de pub, je suis pas sponsorisé par Amazon, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup Véronique. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et puis on continue à vous suivre sur Axon Radio, et j'espère que les auditeurs n'hésiteront pas à venir s'abonner à votre page Facebook ou Instagram ou Threads, puisque maintenant il y a Threads, et il y a aussi le site internet du château de Fougeray, www.fougeray.com. N'hésitez pas, vous avez des rediffs d'émissions concernant le château de Fougeray, des interviews, et vous avez peut-être aussi, je crois, la possibilité d'avoir des informations sur le château, et même de réserver quand c'est le moment, je crois, directement sur le site. Il n'y a rien pour réserver. Ah, il n'y a rien pour réserver. Ah, j'ai dit des bêtises. Non, mais c'est pas, je suis pas si organisée que ça, en fait. D'accord. Bah alors, vous allez sur le site de Fougeray, vous avez tout, les informations sur le château, les émissions. Et après, pour réserver, je crois que on vous contacte directement par mail. Voilà, très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, Véronique. Et merci à vous. Un grand merci. Et je remercie les auditeurs d'avoir écouté cette émission, qui sera bien sûr disponible en podcast un petit peu partout, sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast et sur le site axonradio.com. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur Axon Radio. Ciao.